connard me fait des misères. Qu'est-ce qui ne marche pas? J'ai perdu les pipes, j'ai perdu les zips, j'ai perdu le trip. Les quoi? Les quoi? Et le quoi? Ah, vous savez, les pipes. Les zips. Et le trip. Y a pas que ça qui l'a perdu. Bonjour et bienvenue sur Bip Zip Trip, un podcast que je partage avec mon frère Benjamin qui se trouve au Québec et que nous avons créé pour discuter de ce qui nous rassemble et notamment les films qui nous ont vu grandir. Bonjour Benjamin. Salut. Comment ça va? Ça va bien. La forme? Oui, la forme. J'ai enfin dégusté mes radis. Ah oui, j'allais te demander justement. Ouais, je les ai mangés. C'était appréciable. C'était des bons radis. J'avais peur de les avoir trop laissés en terre. J'ai fait mon premier pesto. J'ai mis trop d'ail avec mon basilic. Ah, mince. J'ai récolté mes premiers haricots aussi. J'ai pu me faire une petite poêlée de haricots patates cette semaine. C'était très très appréciable. Ouais, je veux bien le croire. Moi, je suis toujours avec mes petites tomates cerises, moi. Est-ce qu'elles sont mûres maintenant? Ah oui, elles étaient pas encore mûres la dernière fois. Là, elles sont très mûres. Elles sont incroyables. J'en récolte genre 10 à chaque fois que je commence à les récolter. Ça dépend combien de temps je mets entre chaque récolte. Ouais. Mais elles sont super bonnes. Et voilà, c'est ma petite fierté. Voilà, mes petites tomates cerises. Mais par contre, mon petit primeur m'a offert des radis la dernière fois. Ton petit primeur. Je vais acheter mes légumes chez mon primeur. Ouais. Je suis arrivée en caisse et il m'a dit « Vous avez vu les radis, enfin les fans ?» Tu sais, moi je comprends pas trop. Il me dit « Bon, je vous les offre parce que les feuilles sont un peu abîmées. » Je dis « Mais je mange pas les feuilles, moi je mange les radis. » Et en fait, il paraît que les radis commencent à pas être très bons si les feuilles sont abîmées. Donc il m'a offert les radis. C'est un primeur du village ou... Ouais, à côté. Le village à côté, ouais. Ok. Tu sais, ils se sont montés entre agriculteurs du coin, je pense, et ils ont acheté un hangar et puis ils vendent leurs légumes 2 fois par semaine. En fait, dans le local, ici. Mais waouh, c'est beau. C'est comme ça qu'on va sauver la planète. Ouais, on essaye, hein, Ouais. à notre échelle. Bah oui. Tu veux partir sur le film? Ouais. Et ben, c'est parti. Donc, le film qu'on s'est rematé chacun de notre côté, c'est Willow, qui est sorti en France en 1988, qui a été réalisé par Ron Howard et qui a pour acteurs principaux Warwick Davis, le gars qui joue, j'ai vu du coup dans Harry Potter notamment, Ouais. et par Val Kilmer. Donc, c'est l'histoire d'une reine Bavmorda, une reine qui est assez cruelle et qui règne sur le peuple des Daikini. C'est des humains de taille moyenne. Et en fait, il y a une prédiction qui annonce la naissance imminente d'une princesse qui la détrônera. Donc suite à ça, la reine ordonne de tuer tous les nouveau-nés du royaume. Elora, le fameux bébé de la prophétie, échappe au massacre et elle est recueillie par Willow, un homme de petite taille qui fait partie de la communauté des Nelwyn. Je sais pas si je prononce bien. Non, c'est parfait. Willow est donc chargée de ramener l'enfant au pays des Daikini pour éviter que les gardes de la reine ne fassent plus de dégâts dans son village. Donc c'est un film fantastique. Pour remettre un peu en contexte ce film, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il a été écrit par George Lucas. Il fait partie des réalisateurs qui auraient cassé le nouvel Hollywood. Le nouvel Hollywood étant comme une forme de cinéma un peu expérimental qui est né dans les années 70 avec des réalisateurs qui ont fait leur apparition comme Scorsese, Francis Ford Coppola ou encore Brian De Palma. George Lucas était très ami avec Steven Spielberg et ensemble ils étaient plus dans la création d'un cinéma de type un peu blockbuster. On est à l'approche des années 80 et il faut croire que la société était en demande de ce genre de film. Star Wars, énorme succès mondial dès le premier film, a été un marqueur dans l'histoire hollywoodienne. Willow, il naît à la fin de cette période, en 1988. Ce qu'il faut savoir avec Willow, c'est que les producteurs étaient pas très chauds pour faire ce film-là. Quelques années auparavant, George Lucas avait produit un film de fantasy qui s'appelle Labyrinthe. Je sais pas si t'as vu ce film-là, Mathilde. Non, moi j'ai vu un autre labyrinthe. Ouais, c'est pas le labyrinthe dont on parle. Moi, c'est ma copine qui m'a montré ce film-là. C'est une sorte de film avec des marionnettes. Il a créé ce film avec le gars qui faisait le Muppet Show, là, une sorte de truc télévisé un peu. Ouais. Et il y a David Bowie dedans. Qui chante et qui joue un méchant. Il vaut le coup de le regarder, mais il avait pas très bien marché au cinéma. C'est toujours des films comme Willow d'ailleurs qui ont marché après coup. Genre au cinéma ça fonctionne pas des masses, mais après la VHS et puis le culte arrive après quoi. Mais pourtant il y aurait de quoi fonctionner au cinéma, enfin à l'époque. En fait le fantastique n'était pas très apprécié en fait à l'époque. D'accord, ouais, c'est plus le genre qui plaisait pas trop. Ouais, probablement, ouais.
Je vais parler un peu de la méthode de travail de George Lucas pour essayer de... Ouais. Donc Lucas est entre autres d'abord un grand fan de mythologie et s'inspire de la théorie du monomythe de Joseph Campbell. Joseph Campbell est un anthropologue qui a avancé l'idée que les mythes sur la Terre entière, tous les mythes fondateurs, ont la même structure d'histoire. Maintenant, c'est un peu questionné, hein. C'est pas une thèse avec laquelle tous les anthropologues sont d'accord, loin de là. George Lucas, pour faire ces films-là, pour faire Star Wars d'ailleurs, a utilisé cette théorie-là du monomythe. Donc Willow n'échappe pas à la règle, c'est un condensé de mythes fondateurs. On peut penser par exemple à la Bible, tu sais, le meurtre de bébé au début, l'enfant élu posé dans une rivière, ça fait pas mal penser à Moïse, tout ça. Ouais, carrément, ouais. On a aussi le Seigneur des Anneaux, donc le livre, hein, donc un petit village de Nelwyn qui ressemble à celui des Hobbits, c'est un peu pareil. L'histoire d'un collectif qui se monte pour aller détruire le mal, on est aussi un peu là-dedans. On a aussi les Chevaliers de la Table Ronde, avec les fées celtiques, un peu chez les Brownies, là, les petits bonhommes, il y a une fée qui apparaît un peu comme la Dame du Lac, tout ça. Et on a même un peu Hercule, tu sais, avec l'hydre. Ensuite, Lucas, il a aussi, il aime beaucoup la technique, il aime les innovations technologiques. Pour faire Star Wars, il avait créé une boîte qui s'appelle l'Industrial Light and Magic, qui s'occupait vraiment des innovations technologiques dans ses films. L'enjeu technologique pour Willow, c'était la question du morphing, pour la première fois de manière aussi spectaculaire en tout cas. Le morphing est une transformation d'un corps ou d'un visage de façon numérique et sans coupure. Ces passages sont utilisés lorsque Willow doit rendre forme humaine à la magicienne Finn Razel. Parce que la magicienne, d'abord, c'est une sorte de petit rongeur. Elle a été transformée par Bave Morda, puis c'est un rongeur, puis pendant le film, à plusieurs fois, Willow s'entraîne à la magie avec une baguette magique et essaye de rendre forme humaine à Finn Razel. Donc elle passe de ce petit rongeur à corbeau, à chèvre, à autruche, à tigre. Donc c'est novateur pour l'époque, même si ça a un peu pas mal vieilli à notre époque actuelle, mais Oui. je crois que ça leur a pris 3 mois pour faire ce truc-là, à la boîte. Le film est réalisé par Ron Howard. Ron Howard, c'est un vrai raconteur d'histoire qui apparaît déjà dans les premiers succès de George Lucas. George Lucas, son premier film à succès, c'est American Graffiti. Et donc Ron Howard a joué dedans. Donc c'est là qu'ils se sont rencontrés. Ron Howard, par la suite, c'est un réalisateur de films à succès, hein, tels que Apollo 13, De l'ombre à la lumière aussi, Da Vinci Code, ou encore le film sur Han Solo, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, là, une sorte de reboot Star Wars. Donc tiens, on a encore du George Lucas, Ron Howard actuellement. On retrouve donc, comme tu as dit, Warwick Davis, qui a joué donc dans les Harry Potter effectivement, mais qui a aussi commencé sa carrière en tant que Ewok dans Star Wars. Donc c'est pareil, ils se connaissaient déjà. Donc le film n'a pas fait énormément d'entrées au cinéma, ce qui confirme un peu les appréhensions des producteurs pour le genre fantastique. Faudra attendre quelques années plus tard avec Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson pour que ce genre connaisse son apogée au cinéma, et après Game of Thrones, tout ça. Mais il a gagné son statut culte plus tard avec les VHS, et en 2022, il y a une petite série, suite du film avec Warwick Davis qui reprend son rôle, voit le jour. Mais ça a pas trop marché, je crois qu'il y a eu qu'une seule saison et ça a pas... Il y a pas Val Kilmer ? Non, il est malade, Val Kilmer, il peut plus faire grand chose. Oui, parce que j'ai vu des photos de lui là actuel, j'ai dit il perd sa voix et tout. Matt Martigan a pris un coup. Matt Martigan, c'est fini. Triste nouvelle. Alors qu'est-ce que t'en as pensé toi du visionnage de ce film-là ? Je voulais parler effectivement du fait qu'on trouve quand même le schéma classique du film d'aventure, mais du coup, visiblement, c'est le prédécesseur de ce genre de film, avec une quête, un héros, à qui la quête s'impose. Au début, t'as le dévouement des amis, notamment son ami mi-gauche, là, qui part avec lui, un sage qui croit en lui, et je trouve que ça c'est vraiment comme le Seigneur des Anneaux, quoi, finalement. Après, j'ai trouvé qu'il était quand même chargé en musique, donc je pense que c'était pour accentuer les émotions, mais j'étais là, c'est intense, hein, quand même. Ok. J'ai l'impression que chaque mouvement, il y avait de la musique, un son, c'était quelque chose. J'ai toujours adoré Matt Martigan, et de revoir le film, je l'aime toujours autant. En fait, je trouve qu'il est hyper complet. Il est à la fois le con, le drôle, le guerrier hyper stylé. Il y a toute une panoplie, quoi. Je le trouve assez incroyable. Tu sens qu'il s'éclate et je trouve que chaque mouvement, c'est comme s'il dansait en permanence, en fait. Alors certes, des fois, il se la pète avec son épée à la faire tourner et tout, mais même des fois, juste quand il marche, t'as l'impression qu'il danse. Tout son corps joue, l'entièreté de son corps joue. Des fois, il marche juste de dos et je trouve que c'est incroyable. Oui, je suis d'accord, j'avais pas fait gaffe. Juste après la course-poursuite, là, en charrue. En robe rose. Il enlève sa robe rose et puis il s'engueule avec Willow dans une sorte de champ, là. Et oui, ces mouvements, je trouve quelque chose de très sensuel chez ce gars-là. Je suis d'accord. Même avec son armure là dorée et tout, c'était impressionnant. Moi, j'étais happé par ça. Et j'ai revu le film et
Putain, la relation avec donc la fille de Bavmorda, qui est Sorcha, ils tombent amoureux tous les deux. C'est chaud entre eux. Ouais, c'est hyper assez sensuel incroyable. entre eux, là. C'est... Ouais, juste pour remettre le contexte, donc il y a la reine qui cherche ce bébé, elle sait que ce bébé s'est enfui, et donc Willow l'a recueilli, et il essaye de le ramener au Daikini. Et en fait, il rencontre Mad Martigan sur le chemin qui lui dit « Bah moi, je vais l'emmener chez les Daikini, viens avec moi, enfin on part ensemble, quoi. » En gros, ils font le chemin ensemble. Ouais. Et en fait, il s'avère que la reine, elle envoie sa propre fille à la recherche de ce bébé. Donc il y a un truc d'ennemis, voilà, et qui deviennent finalement tes amoureux. Oui. Mais je suis d'accord, il y a ce truc vraiment fort. Enfin, moi, je rêvais d'être Sorcha, quoi. Quand j'étais petite, c'était vraiment genre, putain, mais Mad Martigan, il est stylé, quoi. Genre, c'est vraiment une romance qui a dû en inspirer plus d'un, quoi. Je sais pas, ça a été le ton juste du film. Pour moi, c'est la relation Sorcha-Mad Martigan. Et pourtant, elle est conne, cette relation. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Par contre, elle est un peu niaise, quoi, la meuf. Enfin, excuse-moi, mais... Donc, il y a la sorte de combat final dans le château abandonné où il y a l'hydre qui arrive et tout, puis ils s'embrassent en plein. Tu sais, c'est le moment où elle se retourne, elle le voit combattre, et puis elle le trouve trop beau, et puis machin, et puis... Mais en même temps, je sais pas, ça fait un peu rêver. Je pense que c'est la force des années 80-90. Je suis d'accord. C'est ça. J'étais très mitigée en le regardant, là, sur justement ce personnage Sorcha, parce que je l'ai toujours trouvé assez cool, et surtout parce que je me disais, putain, la chance, elle pêche au Mad Martigan, quoi, tu vois. Ouais, puis c'est une guerrière aussi. C'est ça, et là en fait, au revisionnage, je me suis dit, elle est quand même un peu niaise, hein, parce que elle est censée le ramener, elle l'aime pas, et en fait, il lui fait une vieille déclaration sous une tente et elle tombe direct. Enfin, tu sais, je dis, putain, meuf, t'es un peu niaise, quoi. Et en même temps, bah ouais, vas-y, tombe pour lui, quoi, je comprends. Ouais, je sais pas, tu sais, il y a un côté un peu plaisir coupable. Ce passage là où ils rejoignent du coup la tante de Sorcha pour récupérer le bébé, donc lui, il a le filtre d'amour, et pareil, en fait, je reparle de sa gestuelle, mais il marche plié en deux à 90 degrés pour pas se faire remarquer, mais en même temps il a le filtre d'amour, donc il a un regard un peu niais, un peu ivre d'amour, tu vois. Je t'en prie, éveille-toi de cet odieux sommeil. Il me prive de ta beauté, la beauté de tes yeux. Un geste crétin et tu seras vraiment une femme. Tu es mon soleil, tu es ma lune, mon ciel étoilé. Loin de toi, je suis prisonnier des ténèbres. Je t'aime. Qu'est-ce que tu fais ici? Il est, mais incroyable, quoi. J'étais là, mais il est à la fois drôle et incroyable. Ouais. Est-ce que ce film-là est un des premiers qui a mis en avant les personnes de petite taille? Est-ce que Warwick Davis a fait avancer la cause? Je pense que d'un côté, oui, parce que c'est lui le héros de l'histoire, et puis il y a comme toute une communauté. En même temps, on les essentialise à leur handicap, tu sais, on dit, vous êtes des nains. C'est ça, et puis on les met dans un petit village avec des petites maisons et puis des petits jardins, enfin tu vois, tout est petit, donc c'est un peu particulier, ouais. Oui, mais tu sais, c'est pas comme dans un film où t'as un nain, puis il va jouer un nain, puis ce sera juste un nain que c'est un nain. Oui, non, puis tu vois, c'est vrai qu'ils ont pas tant fait des blagues, enfin tu vois, vu qu'il avance avec Mad Martigan, ils ont pas tant fait les blagues de toi t'es grand, tu peux faire ça, moi je suis petit, je peux pas, enfin tu vois, y a pas trop ça entre eux deux. À la limite, il y a plus avec les tout petits. Je sais plus comment ils s'appellent, là, les deux petits, là, Hurlu et Berlu, comme ils les appellent. Les brownies. Eux, je les ai trouvés un peu lourdeaux, si je peux me permettre. Ouais, bah c'est ça, c'est les sidekicks rigolos qui en même temps, ils sont pas mal bien incrustés pour l'époque, je trouve. Ils ont pas mal géré, même si tu sens des fois qu'il y a des petits problèmes. Ouais, mais... Là, j'ai trouvé que c'était quand même un peu horrible sur certains trucs. Ah ouais, ok. Ouais, mais faut remettre en contexte. Hein. En vrai, le travail est dingue. Oui, pour l'époque, c'est très bien. Mais en fait, c'est ce que je me... Voilà, bah, j'ai une question. Oui. Je me posais la question. Là, moi, je trouve qu'il y a des trucs qui ont quand même très mal vieilli. C'était dans les effets visuels. Mais pourquoi je le voyais pas quand j'étais petite? Sachant que c'est le même DVD. Est-ce que c'est quand même l'image qui vieillit sur le DVD ou je ne sais quoi? Non. Ou est-ce que c'est moi, maintenant, je m'habitue à d'autres trucages et du coup, je trouve que ceux d'avant sont moches? Moi, je pense qu'on s'habitue à d'autres trucages. Tu penses que c'est ça? Et en plus de ça, on était dans l'enfance. Et je crois qu'à l'enfance, t'acceptes bien plus facilement. Tu t'acceptes. Je m'étais noté un dernier truc quand même sur ce film, c'est qu'il y a quand même des trucs assez effrayants. J'ai souvenir qu'il y a des trucs, parce qu'on le regardait quand même quand on était petit, qui me marquaient, qui me mettaient mal. Ouais. Notamment, du coup, les chiens des Daikini, enfin des gardes, les chiens un peu sangliers, ils sont quand même horribles. Ils faisaient peur, ouais. Ils attaquent tout un village de façon juste atroce. Les trolls sont hideux. Oui. Bon, bah, le monstre du château, là, à 3 têtes, il est quand même assez mastoc. On en a parlé tout à l'heure, les transformations de Finn Razel, où elle passe justement de chèvre à autruche à... Ça me mettait très mal, vraiment,
toute cette je sais pas pourquoi, j'avais beaucoup de mal à regarder ça. Bah, ça donnait des espèces de, tu sais, dans l'entre-deux animaux. T'avais comme un mélange entre une autruche et un tigre, et c'était bizarre, quoi. Ça créait des petits monstres. C'est ça, et puis t'as en plus, du coup, la voix de Finn Razel, la VF est très criarde, pas du tout. Enfin, tu sais, c'est un moment où t'as du vent, t'as du bruit, t'as de la musique. Tu sens que Willow, il est en souffrance, et elle hurle genre, encore Willow, enfin machin. Je sais pas ce qu'elle dit. Oh là là, j'étais mal à chaque fois, moi, pour cette scène. La scène où elle commence à sacrifier le bébé aussi, c'est quand même violent. Ouais. Mais celle qui m'a le plus marquée, et je me souvenais pas, c'est quand il se transforme en cochon. Exactement, voilà, c'est cette scène-là. Tu pensais à ça ? Oui. Non, elle est horrible, cette scène, et je me souviens de gamin, j'arrivais pas à la voir. Tu sais, ils sont tous en train de se transformer en cochon. Et j'avais pas souvenir de ça, là. Bah, moi non plus, ouais. C'est quand j'ai vu la reine au château dire « Vous êtes tous une armée » et je dis « Attends, il y a un truc avec des cochons, là. » Et j'ai dit « Ouais, et j'ai dit « Je vais pas kiffer ça. » Non. Vous n'êtes pas des guerriers. Vous êtes des porcs. Donc, tu vois, j'avais pas souvenir de cette scène. Tu vois, quand je m'imaginais Willow, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu quand même. Quand je m'imaginais le film Willow, je voyais plein de trucs, mais absolument pas ça, quoi. Et j'ai dit, wow, c'était violent. Ouais, tout à fait. T'as Val Kilmer, donc Mad Martigan, qui commence à avoir un groin et tout, puis même il transforme sa fille. Et tu sens qu'il y a la douleur. C'est un peu les enfers, là, qui se présentent devant nous. Ouais, c'est ça. Là, wow. Surtout que, Val Kilmer, il a été genre incroyable tout le film, il a été drôle, un guerrier incroyable et tout, il a devenu un cochon, t'étais là, bichette. Je l'ai trouvé assez violente, cette scène. C'est un peu mon petit tour de ce que je m'étais noté. Okay. Après, je sais pas toi ce que t'avais pensé un peu du film, là, à ton revisionnage, du coup. Je me suis vraiment replongé dans l'enfance et ça a vraiment fait du bien. C'est pas un film qui va se prendre la tête sur quoi que ce soit, tu sais. Puis effectivement, Val Kilmer et Joanne Wallet, ce duo-là, je trouve qu'il tient le film. En fait, c'est ça. En fait, j'allais dire, tous les duos de Val Kilmer fonctionnent, hein, parce que moi, j'ai adoré le voir s'attacher au bébé. Dans le champ de blé, là, juste quand il lui dit bon, bah, ok, vous me suivez, mais que sur tant de kilomètres et tout, et l'autre, il lui dit bah, viens m'aider avec la petite. Tu sais, genre, il commence à s'attacher, il lui donne le doigt, là, elle joue avec son doigt. Mais juste ça, moi, je suis là, oh là là, c'est trop mignon, tu vois. Oui. Le duo avec Willow aussi, enfin, moi, le moment où ils sont prisonniers et ils marchent derrière une charrette, là, ils sont attachés. Et t'as Willow qui commence à tomber, il le prend sur ses épaules moi, je trouve incroyable. Non, je suis absolument d'accord. J'allais en parler si t'en parlais pas de cette scène-là. Parce que il y a une vraie amitié qui naît dans cette histoire-là qui fait vraiment du bien à tout le monde. Et ils sont pas partis en mode on se déteste dès le début. Non, c'était juste t'es un peu con et puis on n'arrive pas à s'entendre sur ce qu'on veut, on n'a pas les mêmes envies au bout. Mais en fait, ça reste... j'adore, moi, les trucs comme ça où ça se crée petit à petit et c'est au bout d'un moment, tu te dis, putain, ça marche trop bien, ce duo et... Tu es un vrai guerrier. Tu es un grand guerrier. Oui, c'est vrai, il y a de l'admiration un peu pour... il y a carrément de l'admiration. Ce que j'ai bien aimé aussi sur ces deux personnages, du coup, c'est le contraste entre Willow et Mad Martigan. C'est que Mad Martigan, il incarne du coup le guerrier... qui s'en fout un peu de tout, il s'en fout, il pourrait vendre son ami, le guerrier un peu viril sur certains trucs. Et Willow, c'est le père de famille qui veut à tout prix protéger cet enfant et tu vois, qui veut l'aider même s'il le connaît pas. Et je trouve qu'il apporte une douceur dans ce truc. Enfin, je trouve génial et il emmène Mad Martigan justement à ça, quoi, à dire mais en fait c'est un enfant et c'est pas parce que t'es un homme que tu peux pas gérer le truc. Enfin, j'aime bien ce prisme-là aussi du film. Ouais, tout à fait. Puis la quête aussi de Mad Martigan qui est assez intéressante, c'est genre pourquoi tu te bats. Je pense que c'est un peu ça que lui demande un de ses potes, l'armée, quand elle passe et que lui il est dans sa... Dépêche-toi, fais-moi sortir de là. Donne-moi une épée, je gagnerai cette guerre pour toi. Mad Martigan, je sers toujours la cause de Galadorn. Tu ne sers la cause de personne. Et en fait, au final, je pense qu'il y a une réponse à un moment où il dit je me bats pour la cause de cet enfant là. Puis c'est ça. C'est plein d'amour ce film-là en fait. Et en même temps, des touches d'humour. Moi, je le revois dans le château à la fin là, avec son casque un peu trop grand pour lui. Il est incroyable. Parce qu'en fait, c'est vraiment le mélange du gars hyper stylé. Il met en place des catapultes, des machins parce qu'ils sont que deux finalement à battre toute une armée qui arrive sur eux. Le côté Hercule dont je parlais, le mythe herculéen. Bah là, on est vraiment là-dedans
moment où tu sais, il va défendre un château contre une armée, et c'est épique à souhait. Moi, j'adorais me réimaginer cette scène, me voir dans cette scène-là, tu sais, genre tomber dans une salle où t'as plein d'armes et t'as une super armure qui est là, un petit jeu vidéo, puis tu vas tout installer, puis tu vas attendre qu'ils arrivent, tu fermes la porte au bon moment, les gars ils arrivent avec un bélier, t'envoies 4 carreaux d'arbalète dans les méchants, et puis ça c'est... Ouais, c'est jouissif. Et en même temps, des touches d'humour, parce que ce moment, t'as Madmartigan qui installe tout, et t'as Willow en parallèle qui essaye de libérer Finrazel de son truc de corbeau, et en fait, il la transforme en chèvre. Mais Madmartigan, il voit pas ça, lui, il est en train d'installer le château. Et en fait, ce moment où il arrive à fermer de justesse la porte, parce qu'il y a l'armée qui arrive, et elle est là, « Bien joué, Madmartigan !» avec sa vieille voix, et lui, juste, il se retourne, il dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive encore ?» Et ça me tue de rire, juste ça de... Bien joué, Mais qu'est-ce qui vous arrive encore? Est-ce que tu conseilles ce film-là Moi, je conseille, tout en ayant en tête que voilà, ça reste un film des années 80, du coup, faut s'attendre à ce que certains effets soient un peu particuliers. Mais en vrai, non, je le trouve sympa, ce film. Je le trouve doux, assez doux, malgré toutes les petites batailles, courses-poursuites et tout, je le trouve assez doux. Bah, je suis d'accord. Bah, moi aussi, écoute, je le trouve très beau, très doux. J'ai eu beaucoup de fun à le revoir. Moi, c'est peut-être le meilleur des 3 films qu'on a analysés, là. C'est celui où j'ai eu le plus de fun à revoir. Quoique, quand même, La folle histoire de l'espace, moi je suis un fan, mais c'est différent encore. Ouais, après Folle histoire de l'espace, moi je l'ai tellement vu et revu. Ce que j'ai aimé, c'est de refaire les dialogues. Là, j'avais un peu moins avec Willow. J'avais un peu moins l'envie de me refaire les dialogues parce que je pense que je l'ai moins regardé en boucle. Quand même, Peck. Peck. Mille excuses, Peck. T'as fait une belle idiotie, Peck. Ne me traite pas de Peck. Oh, mille excuses. Peck. Est-ce que ça te dirait de faire un petit jeu? Bah oui, avec plaisir. Et vu qu'on a de nouveaux micros, je te propose de faire devine de quel film vient cette citation, mais en ASMR. Je trouve que c'est une super idée. Désolée à tous ceux qui n'aiment pas l'ASMR. Est-ce que t'écoutes de l'ASMR, Benjamin? Non, j'écoute pas de l'ASMR. J'aime pas ça du tout. Ah ouais? Je déteste l'ASMR. Je sais que toi t'es fan d'ASMR. Je suis pas fan, mais j'aime bien, de temps en temps. On part sur le jeu. Oui. Je te laisse commencer. C'est encore pire que ce que vous croyez. Une fois par semaine, elle vide le frigo. Et tout ce qui n'a pas du verre qui pousse dessus, elle le cuisine et nous le sert pour le dîner. Dimanche, samedi, vendredi, ça devait arriver un jour. La 5e couche du gratin de reste de cette semaine, c'est le reste du gratin de la semaine dernière. C'est un épisode de Malcolm in the Middle. Ok, à moi. Jason tentera. Je peux pas me lever. Je suis collé. Au siège. Je suis collé. Réalité avec Alain Chabat. Oui. Bravo. À moi, ouvrière, ouvrier, camarade, sommes-nous revenus au temps des pharaons, à trimer sous les coups de fouet, et pour qui? Pour César. Non, qu'il aille se le faire construire à Rome, son palais, chacun chez soi, et les hippopotames seront bien gardés. Je crois que c'est Astérix Mission Cléopâtre de Alain Chabat. Bravo. Chaque individu dans cette ville a été muni d'un code. C'est une brillante idée du docteur Cocteau. Greffé sous la peau, une micropuce bio-organique. Dans toute la ville, des détecteurs localisent n'importe qui à tout instant. Je n'arrive pas à imaginer comment vous faisiez dans la police avant qu'on mette au point ce système. On bossait, mon vieux. Ce truc fasciste me donne envie de vomir. D'après vous, qu'est-ce qui provoque ces démangeaisons, hommes des cavernes? Vous pensiez que nous vous laisserions aller sans contrôle? Votre code a été implanté dès que vous avez été décongelé. Et pourquoi pas une laisse dans le cul, c'était plus simple. Pardon. J'ai pas le titre exact. Est-ce que ce serait pas... Ah putain. Je vois bien. C'est le truc avec les 3 coquillages. Oui. Avec Sylvester Stallone. Mais oui, je vois bien. Mais est-ce que le titre, c'est pas un truc du style, pas Demolition, mais un truc genre... Ouais, c'est Demolition. C'est Demolition. Demolition Man.
Oui, bravo. Ouais. Ouais. La foule en délire. Oui. Ok. Me baigner. C'est quand même la guerre, les gars. Faudrait pas l'oublier. Pendant qu'on est là, il y en a qui se battent. Bah oui. Tu l'as déjà? Bah je finis parce que c'est un peu drôle. C'est trop cool que t'aies choisi ce film. Bah oui, chef. Mais on sera ailleurs et se battrait aussi. Moi, je suis sûre que ça vous ferait du bien, surtout avec vos responsabilités et tout ça. Justement, ma responsabilité, c'est qu'on parte, pas qu'on se baigne. Un petit bain pour le chef. Un petit bain pour le chef. Oh, qu'est-ce que vous nagez bien, chef. T'es génial. La 7e compagnie. Oui. À moi. Tu es bon, l'espagnol, mais tu n'es pas assez bon. Tu pourrais être magnifique. On me demande de tuer, alors je tue. C'est suffisant. C'est suffisant pour la province, mais pas pour Rome. Gladiateur. Oui, gladiator. Tu m'en veux que l'hôpital, ils l'ont emmené après qu'elle m'a attaqué. Je t'en veux de pas savoir conjuguer une phrase et de bouffer du saucisson à 1 euro de chez Leader Price. C'est toi qui l'as acheté. Wow, je sais pas. C'est Five. Non, Je sais pas. c'est un film récent qui est sorti peut-être l'année dernière. Tu l'as vu pour sûr, on devait le voir ensemble et je t'ai fait faux bon. Je l'ai vu avant toi. Oh oui, c'est le règne animal. Oui, c'est ça, le règne animal. Ah ouais, elle était dure celle-là. Ouais, mais j'aime trop ce film. Allez, moi c'est ma dernière. Vous n'êtes pas votre travail. Vous n'êtes pas votre compte en banque. Vous n'êtes pas votre voiture. Vous n'êtes pas votre portefeuille, ni votre putain de treillis. Vous êtes la merde de ce monde, prêt à servir à tout. Full Metal Jacket. Non, Non. non. C'est bien embêtant ça. Oups, qu'est-ce que ça peut être? C'est Fight Club. Fight Club, je l'ai vu, ok. J'ai toujours été ainsi, aussi loin que remonte ma mémoire. Mais je comprends pas, je vous avais jamais vu comme ça avant. Cela ne se produit qu'au coucher du soleil. Le jour sourira, la nuit pleurera. Ogresse tristement, un baiser recevra, et ce jour tu seras belle aux yeux de ton amant. C'est Shrek. Oui, c'est ça. Yes, merci. Merci. Eh ben, il est temps de passer aux cartes blanches. De quoi veux-tu nous parler? Eh ben, hier, après avoir fait une rando d'une dizaine de kilomètres, ma blonde me propose de regarder le film Wild. Il est disponible actuellement sur la plateforme de France TV. C'est l'histoire d'une fille qui se lance dans le Pacific Crest Trail. C'est un chemin de randonnée qui part de la frontière mexicaine et qui se rend à la frontière canadienne sur la côte pacifique des États-Unis. Le film est sorti en 2014. C'est l'adaptation du récit de voyage d'une certaine Cheryl Strait. Elle est jouée par Reese Witherspoon. Très rapidement, on comprend que la randonneuse est novice en la matière, elle traîne un immense sac à dos tout le long du film et improvise la plupart du temps. Elle rencontre des gens au fil de son parcours et elle vit un certain nombre de difficultés aussi. On découvre que ce voyage est un moment d'introspection et de découverte d'elle-même. Elle est partie suite à plusieurs drames et traumatismes vécus, que je vais pas divulgacher. Cette randonnée est un vrai chemin de rédemption tout au long du film et de découverte d'elle-même donc. Et en fait, la plus grande force du film, pour moi, c'est la manière dont il arrive avec brio à retranscrire nos pensées qui nous traversent lorsqu'on marche. Je sais pas si tu vois, t'es seul face à toi-même. Et en fait, grâce à un travail de son maîtrisé, organique aussi, on passe des souvenirs aux pensées, aux réflexions, aux mélodies, donc, qui tournent dans la tête du personnage. Les flashbacks nous assaillent comme ils assaillent donc Cheryl, le personnage principal. C'est maîtrisé, brillant et doux, malgré les épreuves surmontées dans sa vie avant et pendant la rando. Le nom du réalisateur ne te dira probablement rien, et pourtant. En fait, il s'agit de Jean-Marc Vallée. C'est un Québécois qui a eu une carrière de qualité au Québec et à Hollywood. Contrairement à Denis Villeneuve ou Xavier Dolan, Jean-Marc Vallée est moins connu du grand public. Au Québec, il a d'abord fait grand bruit en réalisant le film Crazy en 2005. C'est un de ses premiers films qui traitait du sujet de l'homosexualité dans un Québec conservateur des années 70. On y suit les chroniques d'un adolescent en crise d'identité sexuelle face à une famille qui est parfois pas très ok avec tout ça. En 2013, donc il passe à Hollywood où il réalise Dallas Buyers Club, un film avec Matthew McConaughey
qui joue un cow-boy violent et homophobe atteint du sida et qui s'associe avec un transgenre séropositif avec qui il monte le Dallas Buyers Club, un des premiers 12 clubs qui permettront aux séropositifs américains de se fournir en médicaments antirétroviraux étrangers en provenance du Mexique et du Japon. En 2014, donc, il sort Wild, le film que j'ai vu hier, et en 2015, il sort un film que t'as vu, c'est Démolition, avec Jake Gyllenhaal. Il joue donc un homme qui perd sa femme dans un accident. À partir de là, le personnage tombe dans une forme de panne émotionnelle et se met à avoir une fascination pour la démolition de tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, le 25 décembre 2021, Jean-Marc Vallée décède dans son chalet des suites d'un accident cardio-respiratoire. Et donc oui, je voulais mettre un peu l'accent sur Jean-Marc Vallée. On parle beaucoup de Denis Villeneuve, mais voilà, Jean-Marc Vallée est un réalisateur qu'il faut découvrir. Il a pas fait beaucoup de films, mais ils sont tous vraiment très bons, très maîtrisés. Donc le travail sonore de Wild est vraiment impressionnant. Les choix musicaux, même dans Démolition, sont vraiment très bons. Voilà, c'est à voir. Eh ben écoute, je note Wild alors. Disponible sur France TV/. France TV/. Et toi, Mathilde, ta carte blanche? Moi, je voudrais évoquer ce que j'appelle, depuis ce matin seulement, les films surprises. C'est pas rare que j'en parle aux gens autour de moi, mais je sais pas si on en a déjà discuté tous les deux. Parmi les choses que je préférais quand on vivait pas loin, genre sous le même toit ou dans la même ville, c'est quand tu me disais « On regarde ce film, fais-moi confiance, ça peut te plaire ». En général, tu me racontais rien du film, ou vite fait le contexte pour me convaincre, ou encore la présence d'un acteur pour me convaincre encore plus. Les premiers films, je me disais « Bon, on verra, au pire c'est 2 heures max ». Mais à force de me prendre des mini claques de kiff, j'attendais que ça, que tu viennes avec cette phrase de « Je pense que ça peut te plaire ». Et c'est ainsi que je t'ai suivi maintes et maintes fois au cinéma, sans même voir la bande-annonce. Et parmi ces films, je te nommerai évidemment Mommy, qui est devenu le haut du podium pour moi. Et pourtant, tu n'avais aucun argument à me donner, comme je connaissais ni les acteurs, ni Xavier Dolan à l'époque. Je compte aussi Prisoners, qui a développé mon amour pour Jake Gyllenhaal, Eternal Sunshine, La La Land, je ne savais rien de ce film, à part que c'était une comédie musicale et que t'avais adoré le voir en avant-première, Les Frères Sisters, Thelma et Louise, Captain Phillips et bien d'autres. Parfois, tu t'es mis à mon niveau ou lancé un film parce que quelqu'un te le recommandait, comme Breakfast Club. Cette fois-ci, c'était chouette de te voir aussi de mon côté. Maintenant, j'ai une question pour toi. Si je te parle de films surprises, qu'est-ce qui te vient en tête en premier? Quel film t'a surpris alors que tu n'allais le voir qu'en connaissant le titre? Il y en a plusieurs. En fait, pendant le confinement, j'étais abonné à des plateformes un peu... C'était du Netflix, mais avec des thématiques bien différentes. Par exemple, il y avait la plateforme Outbuster. Pendant le confinement, j'ai poncé des films Outbuster. Donc c'est des films du monde entier qui n'ont jamais été dans les salles de cinéma françaises. Ça a été des surprises totales et des découvertes magnifiques. Par exemple, il y avait un film coréen qui s'appelait Micro Habitat que j'ai adoré. C'est l'histoire d'une femme qui vit à Séoul. Elle est pas mal pauvre, mais elle a un budget à chaque mois. Elle travaille, je crois, en femme de ménage et son budget, c'est elle utilise tant d'argent pour le loyer, tant d'argent pour les clopes et tant d'argent pour le petit verre de vin qu'elle s'autorise, je pense, une fois par jour ou une fois par semaine, je sais pas trop. Au 1er janvier, tous les loyers augmentent à Séoul. Son budget ne tient plus. Elle doit renoncer à un de ces 3 budgets là. Au lieu de renoncer aux clopes ou au verre de vin, elle renonce au loyer. Donc en fait, elle devient sans domicile fixe. Et en fait, tout le film, très très doux, pareil, très enveloppant dans une sorte de couette, tu la suis aller habiter chez des amis et donc découvrir un peu son entourage, découvrir des problématiques qui doivent être très ancrées dans la Corée du Sud. Enfin, je trouve ça, c'était vraiment un super film. Ça a été un film surprise parmi tant d'autres. Toi, t'arrives sur les sites, justement, où t'as un abonnement comme ça, à te lancer dans des films dont t'as jamais entendu parler alors? Parce que moi, j'ai plus de mal. Et en fait, je trouve que c'est le fait de passer le pas qui est... Enfin, moi, c'est ça qui est compliqué. J'ai Netflix, mais j'ai beau voir passer des dizaines et des dizaines de films que j'ai jamais vus, même des films dont j'ai entendu parler, mais juste, c'est bien ou pas, mais sans savoir l'histoire. J'arrive pas à les lancer, je vais toujours vers un film que j'ai déjà vu. Mais tu vois, je pense qu'il y a une histoire de confiance en fait. Parce que moi, Netflix, je peux pas me lancer un film Netflix comme ça. Parce que je sais que Netflix, la plupart des films sont plutôt moyens en fait. Oui. Et en fait, j'avais confiance en la plateforme, j'avais confiance en Outbuster, puis comme t'avais confiance en moi, alors au final, c'est ça. C'est chouette. Je pense que Mommy, moi pour le coup, c'est celui qui me viendra en premier pour ce genre de choses. Parce qu'il y a vraiment eu ce truc où je ne savais rien, je ne connaissais pas Xavier Dolan, je ne connaissais pas les acteurs. Tu m'as juste expliqué vite fait le contexte de l'histoire. Et tu m'as dit, je pense, tu peux aimer. Bon voilà, je suis ressortie, je me revois dans la voiture où tu me dis, t'as aimé? Je dis, ah oui, et je me suis remise à pleurer. Enfin, Bon, je termine. Ouais, vas-y. Donc c'est ainsi que se termine le 3e épisode de Bip Zip Trip.
Ça va vite, ça va vite. Si toutefois l'un ou l'une d'entre vous nous écoute, on espère que vous avez passé du bon temps avec nous, ou que vous soyez, n'oubliez pas de garder vos émetteurs-récepteurs en bon état pour que la communication ne soit jamais brouillée. Si vous souhaitez partager quelque chose, n'importe quoi avec nous, vous pouvez nous laisser un commentaire sur vos plateformes préférées ou nous envoyer un courriel à bipziptrip@gmail.com ou un DM sur Insta. On en parlera avec grand plaisir lors du prochain épisode. Que les tempêtes ne soient pas trop intenses et que les vagues n'ébranlent pas trop la structure de votre phare. On se dit à dans un certain temps. Je sais pas trop quand. Probablement 2 semaines, vu que tu vas arriver au Québec. Oui. Voilà. Le Québec.